L'imam Dicko, tête de proue de ce mouvement, est exilé en Algérie. Quelle est aujourd'hui sa force de mobilisation? Sa force de mobilisation, c'est d'abord le fait de pouvoir rassembler aujourd'hui l'essentiel des forces politiques, sociales du Mali, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, tous sont debout derrière l'imam Dicko, avec l'imam Dicko, pour justement rétablir l'ordre constitutionnel, pour rétablir la paix et finalement ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays. Sa force, c'est surtout sa capacité aujourd'hui à pouvoir dialoguer avec les forces dont les politiques ne peuvent plus dialoguer. Je parle notamment des mouvements armés, qu'ils soient des mouvements du Nord, du Centre et les mouvements djihadistes. Ils font plaisir à France 24 en donnant des interviews complaisantes. Ils se promènent sur TV5. Des médias que nous, on connaît depuis très longtemps, on a fini avec ça. On n'a même pas leur temps. C'est eux qui viennent ici chez moi pour m'interviewer. Moi, je ne vais pas dans leur studio. Je n'ai pas besoin d'eux. On arrive à Paris, hein? Je pense à, comment il s'appelle, Étienne Fakaba. Un économiste qui marche avec les gens qui ont fabriqué le franc CFA contre son pays. Et on l'a envoyé à l'école. Fakaba, on vous a vraiment envoyé à l'école? Ça sert à quelque chose que vous soyez allé à l'école? Vous êtes économiste? Vous connaissez un pays qui se soit développé de près ou de loin, sans souveraineté monétaire? Fakaba. Ils sont là. Ils sont sur Facebook et ils célèbrent les attaques des camions-citernes qui doivent alimenter les villages d'où ils sont nés. Les camions-citernes qui doivent permettre à la jeunesse de travailler, aux entreprises de fonctionner. Ils disent qu'ils sont maliens, ils disent qu'ils sont africains. Ils soutiennent le terrorisme avec Wassim Nasr. Oh honte, oh malédiction, oh affront, oh blasphème, oh ignominie. J'ai pitié de vous. Une nouvelle coalition politique a vu le jour en République du Mali et cette coalition a pour objectif de rétablir l'ordre constitutionnel, rétablir la démocratie, ce qui veut nous dire ici autrement qu'ils veulent faire en sorte que le pouvoir du général Assimi Goïta puisse tomber. CFR, en abrégé, qui veut nous dire ici Coalition des forces républicaines, est dirigée par l'imam Dicko, ancienne figure emblématique des premières heures de la révolution malienne, mais aussi de monsieur Étienne Vakaba Sissoko, économiste et ancien conseiller, qui a été emprisonné par suite des propos qu'il a tenus. Dans cette vidéo, on va parler de cette coalition, mais surtout, ce qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est que tout ceci n'est qu'un aboutissement puisque depuis le moment où il y a eu des campagnes de désinformation dans les chaînes et médias français, il y a monsieur Wassim Al-Nas qui était en train de nous dire que les terroristes du Djinim sont en contact avec les politiciens maliens qui sont soit au Mali ou bien à l'extérieur pour qu'ils puissent coaliser et renverser le pouvoir au Mali. Ils ont même pris l'exemple sur les scénarios qui se sont déroulés à Kaboul. Je vous invite à écouter. Est-ce que le JNIM est en train de nouer un dialogue avec d'autres composantes au Mali? Donc effectivement, il y a un dialogue qui est entrepris avec des opposants donc à la junte, qu'ils soient des opposants politiques, qu'ils soient islamistes ou pas, et qu'ils soient dans la capitale au Mali ou en exil. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des discussions qui sont entreprises de part et d'autre, sauf que c'est une équation à plusieurs inconnus, parce que si l'actuel pouvoir s'effrite de l'intérieur à cause de la pression économique qu'impose le JNIM, là, à ce moment-là, des scénarios, comme celui de Kaboul, par exemple, pourrait voir le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir s'effrite, les militaires se battent entre eux ou s'effritent pour une raison ou une autre, et ce qui fait que il y a un chaos dans la capitale, et à ce moment-là, les commandants du JNIM aux abords de la capitale pourraient prendre l'initiative. Et c'est pour ça que je fais la comparaison avec Kaboul, parce qu'à la base, rappelez-vous, les talibans ne devaient pas rentrer dans la capitale avant l'évacuation des armées américaines et suivant un accord avec le pouvoir en place, sauf que le pouvoir est tombé, des scènes de pillage ont commencé, le chaos était arrivé au cœur de la capitale, et donc des commandants talibans aux abords de la capitale ont pris l'initiative sans revenir au commandement. Donc c'est une éventualité qui reste quand même bien réelle, même si objectivement, à l'heure où on parle, le JNIM tout seul ne peut pas prendre la capitale.
Ils savent très pertinemment que le Djinim à lui seul ne peut pas prendre la capitale Bamako, à plus forte raison la République du Mali. Mais pourquoi est-ce que pendant le mois d'octobre et novembre, ils ont chanté un peu partout que bientôt la capitale du Mali va tomber dans les mains de ces terroristes? Dans cette vidéo que nous venons d'écouter il y a très longtemps, nous avons bien écouté monsieur Wassim Al-Nasr qui était en train de nous préciser ici que les Djinim sont en contact, qu'ils sont en pourparlers avec des forces politiques en République du Mali. Et la création de cette coalition CFR vient nous prouver exactement que ce qu'il était en train de dire que c'était une vérité. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est qu'un aboutissement de quelque chose qui était préparé depuis très longtemps, puisque eux-mêmes, ils avaient déjà vu la capitale tomber. Ils avaient voulu tout asphyxier avec ce blocus de carburant. Et le scénario de Kaboul qu'il était en train de nous expliquer, c'était pour dire que si tout est, voilà, mélangé à Bamako et que ces politiciens viendront pour se déclarer et prendre le pouvoir. Mais néanmoins, écoutons très bien monsieur Etienne Vakaba Sissoko sur la création et le but de ce CFR. Etienne Vakaba Sissoko, bonjour. Bonjour. La coalition des forces pour la République, CFR, que vous lancez, est menée par l'imam Mahmoud Dicko. Il y a quelques années, il pouvait à lui seul remplir des stades. Il a été en 2020 une figure de proue du mouvement de contestation contre l'ex-président Ibeka avant le coup d'État militaire. Aujourd'hui, exilé en Algérie, silencieux depuis plusieurs années, peut-il toujours fédérer les Maliens ? La création de la coalition est la preuve évidente qu'il peut encore fédérer les Maliens parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des acteurs de la société civile, des partis politiques qui sont dissous aujourd'hui, se sont retrouvés autour de l'imam Dicko qui est aujourd'hui le référent républicain de ce mouvement-là. L'imam Dicko n'a jamais été un chef politique, il ne l'a d'ailleurs jamais cherché. Il n'a pas eu vocation à gouverner. Son rôle aujourd'hui, c'est de rééquilibrer, rétablir la confiance entre les Maliens, ouvrir des canaux de dialogue. Donc son rôle, c'est plus un rôle de facilitateur. Certains lui reprochent ses accointances avec l'islamisme radical, voire avec les groupes djihadistes. Le nom du mouvement en lui seul répond à cette question. Nous parlons aujourd'hui de coalition des forces pour la République. Ce qui veut dire que les valeurs républicaines seront sauvegardées, que la démocratie sera sauvegardée, que l'intégrité du territoire, l'indivisibilité du pays est consacrée dans les lignes directrices de notre mouvement. Je suis un chrétien. Vous comprenez aisément que mon intention, mon combat, mon engagement ne sera jamais d'encourager l'islamisme, mais d'établir, comme l'imam le fait, un climat où finalement les Maliens peuvent vivre en paix. Sur l'anonymat des membres de votre coalition, on comprend aisément l'impératif de sécurité pour ceux qui sont au Mali, mais pour ceux qui sont en exil, pourquoi ne pas s'afficher ? C'est une question de choix politique. Aujourd'hui, la question, c'est de mettre en avant un idéal. Mais on pourrait croire que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux ou représentatifs. Ceux qui sont à l'étranger vont sortir progressivement. Dans les prochains jours, vous verrez ce que vaut cette coalition sur le plan politique, mais aussi ce que ça pèse à l'intérieur du pays. Le Mali traverse actuellement une période très difficile, avec notamment l'embargo sur le carburant décrété par le JNIM. Le moment n'est-il pas plutôt à l'union, derrière les autorités et l'armée ? Les autorités, comme vous les appelez aujourd'hui, ont 5 ans de règne et pendant ces 5 ans-là, toutes les voies de discussion n'ont jamais abouti. Au contraire, ces autorités se sont assumées dans une position de division des Maliens, dans une position de division entre le Mali et ses différents partenaires régionaux et internationaux. Les invectives sont finalement devenues un modèle de gouvernance. Sinon, comment expliquer aujourd'hui que des gens soient encore en prison pour avoir tweeté, que des gens soient en prison pour avoir exprimé librement et pacifiquement leur opinion? Comment expliquer que des partis politiques, symboles de la démocratie, soient aujourd'hui dissous? Donc, avec ces autorités-là, l'union n'est pas possible. Avec ces autorités, la paix n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas dans cette dynamique. Leur régime prospère parce qu'ils ont entretenu ce climat-là. La crise devient l'alibi parfait pour que finalement leur règne puisse continuer. C'est ce cycle-là qu'il faut arrêter aujourd'hui. Vous prenez le dialogue avec les groupes djihadistes maliens et aussi avec les rebelles indépendantistes du FLA. C'est conciliable avec la souveraineté, avec l'unité du Mali ? Nous comprenons les inquiétudes des uns et des autres au regard de ce que nous voyons aujourd'hui, mais rappelons-le,
Aucune crise armée de cette nature ne s'est réglée uniquement par les armes. Jamais dans aucun pays on est arrivé à la paix sans que chaque partie fasse des concessions. Le dialogue est une méthode rationnelle. Avec le FLA, ce que nous refusons catégoriquement, c'est la partition du pays. Mais nous assumons qu'il faut repenser l'organisation territoriale, administrative et institutionnelle de notre pays. Avec les groupes armés maliens, nous disons que le dialogue sera strictement entre Maliens, que le dialogue sera strictement républicain et strictement orienté vers la fin des violences. Parce que le sang des Maliens a trop coulé. Donc l'objectif premier, c'est que les armes se taisent, sauver des vies, reconstruire un Mali uni, mais mieux organisé. C'est la seule stratégie crédible aujourd'hui pour sortir d'une guerre qui a duré plus d'une décennie. Vous appelez les Maliens au Mali à des actions clandestines. De quelle sorte ? De toutes sortes, dénoncer les maux qui minent aujourd'hui notre pays, dénoncer cette transition qui tourne à l'autoritarisme, toute action aujourd'hui qui peut concourir au départ de cette junte, il faut le faire. Nous sommes des démocrates et nous agirons en démocrates. Nous sommes des républicains et nos actions seront pour protéger la République et pour sauvegarder la République. Je veux dire aux Maliens aujourd'hui que le temps de la peur est terminé, que le sang doit cesser de couler, que le pays peut retrouver la paix. La CFR n'est pas un projet de confrontation, c'est un projet de reconstruction. Et nous avons besoin de tous, jeunes, femmes, des cadres, des religieux, des militaires, des communautés. Le Mali peut se relever et nous allons y travailler avec sérieux, avec courage et avec responsabilité. Etienne Fakaba Sissoko, merci. Merci à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez concernant la création de cette coalition politique, CFR, Coalition des Forces Républicaines. Pour moi, personnellement, si je veux répondre à cette question, je me dis que c'est l'aboutissement à tous ces plans de déstabilisation contre la République du Mali. Avec le blocus du Guinim, l'attaque des citernes, tout ça, c'était pour permettre à la population de se rebeller contre le pouvoir en place. Quand on prend monsieur Etienne Fakaba Sissoko, depuis très longtemps, il fait des publications allant à l'encontre de ce pouvoir en place, même si on n'aime pas un pouvoir, mais si les terroristes attaquent un pays, surtout les trucs qui sont vitaux pour la population, je pense qu'on ne doit pas les supporter, ou bien on ne doit pas faire des publications pour les dire qu'ils ont fait quelque chose de bien. Tout ça, ça revient dans l'apologie du terrorisme, quelque chose qui doit être condamné. Avec les paroles, les dits de M. Wassim Al-Nasr, qui nous a détaillé le plan bien avant que cette coalition ait vu le jour, je me dis que c'est un aboutissement. Il y a bien sûr quelque chose qui est derrière tout ça, qui est en train de coordonner et qui est en train de faire en sorte que le pouvoir de Bamako puisse tomber. Je vais prendre le temps de lire tous vos commentaires et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.